Bon, Jean-Louis Duvignot, donc je suis français, mais au Venezuela, j'ai créé le Centre bolivarien de documentation et d'analyse stratégique. Et bien sûr, j'ai pris quelques petites notes au passage en entendant les différents intervenants et quelques petites réflexions à faire. En ce qui concerne la stratégie américaine d'aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus les moyens aujourd'hui de mener une action, une guerre conventionnelle. Ce qui explique ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé au mois de mars, puisqu'il était prévu au mois de mars que les avions israéliens aillent bombarder l'Irak, et d'après ce que j'ai compris, l'Iran, pardon, et d'après ce que j'ai compris, ce sont les États-Unis qui sont opposés à ce projet. Léon Panetta, nouveau secrétaire à la Défense, qui a conseillé, vivement conseillé, il y a eu une crise réelle entre Israël et les États-Unis au mois de mars, et ce sont les États-Unis donc qui ont vivement conseillé aux Israéliens la modération et de rester chez eux et de ne pas faire démarrer leurs bombardiers. Une raison de cela est également la défaite des rebelles syriens à Homs, puisque l'armée syrienne est entrée dans Homs le 15 février dernier, et en effet, ça a été aussi un coup d'arrêt porté aux projets occidentaux, des nouveaux croisés, en effet, de passer par la Syrie pour attaquer. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? En effet, nous allons assister à une recrudescence du terrorisme, ce que les Américains appellent Low Intensity Warfare, dans la mesure où ils n'ont plus les moyens, comme je le disais, de mener des guerres conventionnelles. L'affaire de Libye a été, pour les Occidentaux, une défaite militaire, en réalité. Évidemment, à la fin, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, assassiner Kadhafi, etc. Ça, il fallait s'y attendre. Mais il a fallu 7 mois à cette immense coalition de l'OTAN, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, d'Israël, puisque même Israël a été mis dans l'affaire, pour arriver à bout de l'armée libyenne. Donc on peut imaginer ce qu'aurait été une attaque conventionnelle contre la Syrie et contre l'Iran. Donc ils en sont rendus compte, ils ont préféré ne pas jouer à cela. Par contre, ils ont préféré avoir recours à la guerre non conventionnelle, au terrorisme, et ce n'est pas du tout un hasard si en même temps nous avons vu ces bombes qui ont éclaté et qui ont fait les morts que nous savons en Syrie, en même temps ici, également en Corse. C'est le même procédé. Alors, une chose intéressante, c'est que le Sahara, puisque nous en parlions récemment, le Sahara a en Afrique la même, la même valeur géostratégique que l'Afghanistan en Asie. C'est-à-dire pas que tournante, d'où partent les différentes tentatives. De la même façon que l'Afghanistan partent les tentatives à la fois vers le Xinjiang chinois, vers tous les pays limitrophes, si vous voulez, vers le Pakistan, l'Inde, etc., nous avons le même procédé de déstabilisation qui part du Sahara vers tous les pays limitrophes au Sahara. Je pense bien au Mali, qu'à l'Algérie, à tous ces pays. Et donc l'AQMI qui a été armé au Niger par exemple, je me souviens, le 14 avril dernier, les forces armées nigériennes ont bloqué un convoi qui venait de Libye, chargé c'est ensemble, je crois, je n'ai pas le chiffre en tête, j'ai publié, parce que je publie régulièrement, le Centre bolivarien que je dirige, je publie régulièrement des communiqués en français, espagnol et anglais, j'ai tous les chiffres. Bon, donc ils ont saisi un convoi d'armes, de missiles anti-aériens et de Semtex, d'explosifs, donc indétectables, qui venaient de Libye. Donc on peut dire que l'OTAN, et là c'est important je crois, l'OTAN a permis aux terroristes de l'AQMI de s'armer, de prendre du matériel et des armes. Parce que actuellement il y a une campagne qui dure déjà depuis plusieurs années des pays occidentaux de critiquer l'Iran et le Venezuela, les accusant de soutenir le terrorisme. Bon, eux le font de façon officielle aujourd'hui. Donc on a cette question du Sahara qui sert de plaque tournante aux différentes entreprises terroristes menées avec le leadership de l'OTAN. Donc on va avoir, je ne connais pas les problèmes ni de Syrie, ni de Mali,
aussi bien que vous, certainement pas. Mais ce qui m'apparaît, c'est que nous allons avoir au Mali le même processus qu'en Libye, qu'en Afghanistan, où la stratégie occidentale consiste à créer un état de guerre permanent. Ce à quoi vise la stratégie américaine, ce n'est pas la Pax Americana comme on le croit et comme on le dit, c'est d'avoir un état de déstabilisation permanent. Nous avons l'Irak, nous avons l'Afghanistan, plus de 30 ans de guerre civile et étrangère dans chacun de ces pays-là, et c'est ce à quoi vise l'Occident. Quand je dis l'Occident, j'englobe à la fois l'OTAN, etc., et ces petits laquais locaux du genre Qatar et Arabie Saoudite. Donc, ce à quoi vise l'Occident, c'est de transformer ces pays en des champs de bataille permanents. Et nous avons le cas en Libye. Bon, nous savons qu'en Libye aujourd'hui, il y a pour commencer entre 8 et 8500 prisonniers politiques, et que les différents partis qui ont formé l'opposition contre Kadhafi sont déjà en train de se bagarrer entre eux, etc. Et c'est ce que nous allons avoir, c'est ce que nous pouvons prévoir pour le Mali, malheureusement, c'est ce à quoi il faut s'attendre, etc. Nous avons aussi le cas avec le Mali, la même situation qu'en Libye et en Algérie, où il y a le cas des séparatismes locaux. Nous avons vu comment en Irak, les Américains et les Israéliens, les sionistes, ont, poussé les Kurdes à la révolte contre Saddam Hussein en 1990, mais indirectement créant la déstabilisation de la Turquie, de la même façon qu'aujourd'hui en Libye, nous voyons les Américains et l'Occident en général, comment ils ont poussé les Kabyles de Libye à la révolte, et cette révolte se transmet à l'Algérie naturellement. Nous avons le même problème. À Tizi Ouzou, récemment, il y a eu une attaque d'un convoi militaire, enfin ça remonte déjà un mois, etc. Donc, pour abréger, je dirais encore une chose, je n'aime pas beaucoup que l'on appelle les wahhabites des islamistes. Et je veux dire pourquoi. Parce que la stratégie américaine, depuis l'affaire du Maine à Cuba en 1898, la stratégie américaine est basée sur ce qu'ils appellent là-bas, à l'anglais et à Washington, false flag strategy. C'est-à-dire la stratégie sous fausse manière, faux drapeau, si vous voulez. Ok? False flag strategy. Et ça consiste à créer un ennemi qui n'existe pas, à le créer de toutes pièces, ou alors à prendre un mouvement qui existe déjà et à le transformer. Ok? Et c'est ce que nous voyons avec le mouvement wahhabite. Je ne dirais pas que le mouvement wahhabite est une création de l'Occident, puisqu'il existe depuis 1791, mais le mouvement wahhabite est un mouvement qui s'est formé en Arabie Saoudite pour lutter contre l'Empire ottoman, qui était à l'époque l'autorité islamique que l'on peut dire. Donc ces wahhabites d'aujourd'hui, qui sont les laquais de l'Occident contre le régime syrien, comme ils l'ont été contre le régime libyen, et comme ils sont utilisés aujourd'hui dans les think-tanks en Chine et dans les provinces musulmanes de la Russie, ne méritent absolument pas le titre de islamiste. Pourquoi justement cette islamophobie que nous voyons aujourd'hui à l'œuvre? J'étais justement à Londres en 1988 quand il y avait l'affaire Rushdie. Et on peut dire que l'islamophobie, bon, il y a toujours eu malheureusement en Europe une islamophobie entretenue par les papes, mais récemment, cette islamophobie est née en 1988 avec l'affaire Rushdie. Et je crois qu'il faut la replacer dans le contexte géopolitique de l'époque. Il faut la replacer dans le contexte géopolitique de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé en 1988? En 1988, les Soviétiques quittaient l'Afghanistan. Et déjà, les Occidentaux prévoyaient en Afghanistan de faire ce que nous voyons aujourd'hui en Libye, ce que nous voyons aujourd'hui ou ce que nous verrons, j'espère que non, mais on peut s'imaginer le voir au Mali par exemple, à faire en sorte à contrôler les mouvements insurrectionnels et à faire en sorte que ces mouvements insurrectionnels se tapent sur la gueule entre eux, passez-moi l'expression, pour que ce pays ne soit jamais dans la paix. Okay? C'est ce qu'on a vu en Afghanistan. Et au Liban. Ah oui, mais en Turquie, on peut pousser
voir en Europe, si vous voulez. On peut aussi imaginer des mouvements séparatistes et qui sont entretenus par les Américains en Europe, que ce soit en Pays-Bas, ou encore soit ailleurs. Bon, on va dire non. Bon, bien. Mais pour revenir à ce problème-là, de quoi parle-je au fait? Les Wahhabites. Oui. Alors oui, j'étais donc à Londres à l'été 88, au moment où en Afghanistan les soviétiques allaient partir, et où il fallait donc créer un nouveau prétexte, une nouvelle justification à l'OTAN. Et là, on a créé en effet l'islamophobie et la menace islamiste, n'est-ce pas? Il y a quand même une menace hanbalo-wahhabite. Des wahhabites. Hanbalo-wahhabite, il y a quand même une menace. Qui s'explique là? En fait, c'est wahhabite, pas hanbalo. Hanbalo, c'est rien à voir. Bon. N'en parlons pas. Oui, donc, c'est intéressant parce que j'étais donc à Londres à ce moment-là, et je peux vous dire une chose, c'est que l'affaire Rushdie a été créée par un bonhomme, un agent israélien qui travaillait pour une agence saoudite installée à Charles Street à Londres. Ok. Et ces gens-là étaient en rapport direct avec la villa Patel Ansar à Peshawar, où ont été créés les talibans. Voilà. Donc on voit au même moment, oui, on va y aller rapidement, au même moment on voit la concordance entre la création du mouvement islamophobe à Londres, et à l'époque, étant en Angleterre, je disais que ce qui brûlait le bouquin de Rushdie et ceux qui l'imprimaient jouaient de différents instruments dans le même orchestre. Et bon, je vais finir rapidement là-dessus en vous disant une chose. On a parlé de la dette, et la dette est extrêmement importante. La dette est un instrument stratégique. C'est par la dette que l'Occident peut manipuler et prendre le contrôle de certains pays. Or, il y a une chose à voir. C'est que le système islamique interdit la dette. Je ne sais pas si vous le savez, mais tout ce qu'on appelle en arabe le riba est interdit et haram dans l'islam. Donc, en dénonçant l'islamisme, okay, les Américains et l'Occident condamnent le seul système qui vraiment fait opposition au capitalisme, c'est-à-dire le système qui condamne la dette et le système de l'usure. Donc ils font d'une pierre deux coups, d'une part créer un monstre, un genre d'épouvantail islamiste que l'on déploiera en Libye ou à Homs en Syrie ou au Mali, et d'autre part faire en sorte que cet épouvantail cache la vérité, à savoir qu'il y a un mouvement qui définit parfaitement le système de l'usure et l'interdit. Voilà. Bon, je crois que je vais arrêter là-dessus, j'aurai encore quelque chose à dire, mais je ne vais peut-être pas abuser.